Le recensement électoral prend définitivement fin au Togo ce jour 25 octobre 2018 par la zone 2. Alors on va faire le point de ce recensement électoral. On a entendu par-ci et par-là beaucoup de choses. Est-ce que les acteurs politiques sont satisfaits de son déroulement? Pour en parler, nous recevons le président du nouvel engagement togolais, Jerry Tama. Monsieur Tama, bonsoir. Bonsoir. Alors je le disais, le recensement électoral se termine aujourd'hui. À l'heure où nous parlons, c'est même déjà terminé. De façon globale, zone 1, zone 2, qu'est-ce que vous retenez? Bon, écoutez, on ne peut avoir que des observations empiriques parce que vous avez à peu près 5 à 6 000 CRV qui ont été déployés et il est extrêmement difficile, même si nous avons en tant que partie prenante aussi de ce processus, nous avons eu des personnes qui étaient impliquées dans le processus, mais empiriquement ce qu'on peut retenir c'est que deux leçons. La première, c'est que les gens sont sortis, que ce soit dans la zone 1 ou de la zone 2. Les gens sont sortis massivement, oui, parce que les bureaux de vote n'ont pas désemplis et les CRV n'ont pas désemplis. La deuxième chose, c'est que il est évident qu'il aurait été plus intéressant que ce soit la CENI inclusive avec les 17 représentants, y compris leur démembrement, qui mettent en place ce recensement. On aurait sans doute eu plus d'yeux pour regarder dedans, mais la leçon, à mon sens, sur les sorties terrain que nous avons eues, c'est que globalement, quand même, les gens sont sortis, allaient se faire recenser. On a eu aussi l'impression que ce recensement était un véritable cafouillage. Non, ce recensement, c'est le premier qu'on fait sous l'ère des réseaux sociaux, très très présent, il faut aussi le dire. WhatsApp n'existait pas en 2015, c'était Facebook, mais l'instantanéité du partage n'avait pas cette importance qu'on a aujourd'hui. En 2013, en 2010, en 2007, on n'avait pas ces réseaux sociaux. Et aujourd'hui, vous savez que, surtout WhatsApp, il faut avoir le courage de le dire, a cette capacité de créer le buzz, qui fait qu'on a eu l'impression que chaque fois qu'il y a une petite carte on parlera peut-être de certaines mentions qu'on a eues sur le terrain, automatiquement ça fait le buzz. Mais sinon, quand vous allez sur le terrain, nous, dans la zone 1, nous avons fait 2 tournées, dans la zone 2, nous avons fait 1 tournée, mais globale, dans l'ensemble des CRV, il y a plus de sérénité. En dépit, bien entendu, des problèmes logistiques habituels, des problèmes de panne d'équipement, de panne de générateurs, qui sont des problèmes récurrents lors des différents recensements, que ce soit au Togo ou ailleurs. Non, il y a plus de sérénité, qu'on ne le dise, parce que nous avons fait l'un des premiers recensements à l'aide des réseaux sociaux. Alors, de façon quand même générale, beaucoup n'ont pas compris pourquoi on parle d'un recensement électoral et c'est 8 jours. Bon, maintenant, après, au fait, en réalité, quand vous voulez faire un recensement électoral, tout dépend du nombre de kits que vous mettez à disposition, eu égard aux expériences que vous aviez par le passé. Par le passé, on a fait des recensements à 14 jours pratiquement, mais avec un nombre de kits moins important. Donc, tout dépend de votre capacité à voir si vous allez pouvoir disposer de kits de proximité pour permettre aux gens d'aller se faire recenser. Et je pense que, comme je l'ai dit, pour être plus ou moins partie prenante de l'opération, toutefois où la CENI a demandé, par exemple, d'ajouter une journée, c'est eu égard aux effectifs, aux populations qui se sont enrôlées. Si ça respecte à peu près les chiffres qu'on a eus dans les années précédentes, il n'y a pas de raison à en ajouter. Et puis bon, voilà. Donc je crois que c'est beaucoup plus lié à la mise en disponibilité des kits qui cette année étaient plus nombreux et qui étaient donc plus de proximité par rapport aux populations, qu'on a fait un recensement beaucoup plus ramassé. Maintenant, ne nous trompons pas aussi, on a un calendrier électoral qui est très c'est pas aussi ça qui pousse la CENI à ne pas donner assez de temps à tout le monde. Non, mais c'est ce que je dis. On donne plus de temps avec moins de kits, on donne moins de temps avec plus de kits. Quand vous prenez la zone 1, par exemple, dans la première semaine, il y avait eu un débrayage des OPS et automatiquement, la CENI a réagi en augmentant, par exemple, la période de recensement, en l'arrêtant, commençant à 7h, en le finissant à 17h, et en augmentant même un certain nombre de kits. Donc, tout est une question de capacité des CRV pour pouvoir être à proximité et donc, en réalité, recenser le plus grand nombre de personnes. Alors, sur ce recensement, on a vu, vous l'avez dit, c'est la première qu'on voit à l'ère des réseaux sociaux véritablement intensive. On a vu ces images de mineurs, de mendiants, enfin, on a tout vu dans ce recensement.
Qu'est-ce qui s'est passé? Non, il ne s'est rien passé. Vous savez, le principe des réseaux sociaux, c'est de développer le raisonnement par induction. Ouais. C'est-à-dire que vous avez, sur 1000 exemplaires, il y en a un seul, et à partir du seul là, on dit oui, mais écoutez, le recensement, il est dévoyé parce qu'on a un mendiant quelque part, on a 1 mineur, 2 mineurs, 3 mineurs. Je vais vous dire une chose, moi, j'étais dans la zone 2 quand cette histoire de recensement de mineurs, je n'étais pas encore confronté directement. J'ai demandé aux gens, écoutez, voilà mon numéro, si vous avez des cas avérés, sur des serveurs avérés, appelez-moi. Et je peux vous dire que le plus grand nombre d'appels que j'ai reçus, ce n'est pas sur le recensement actuel. Mais beaucoup d'OPS m'ont appelé pour dire oui, nous en 2015, nous en 2013, nous en 2010, oui, c'est comme ça on a été obligé de prendre des mineurs, que ce soit dans la zone nord ou dans la zone sud. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est des pratiques et on expliquera pourquoi est-ce que c'est extrêmement difficile sur la base les pratiques qu'on a dans notre pays pour créer notre fichier électoral. C'est extrêmement difficile d'éviter l'enrôlement de certains mineurs. Parce que c'est uniquement sur la base du témoignage du chef de village ou du notable. Et dans des régions, vous avez des gens qui grandissent très vite, souvent dans les zones, on va dire, urbaines, alors que dans les zones rurales, de par la malnutrition, la sous-nutrition, vous avez des gens qui grandissent très peu. Donc c'est extrêmement difficile sur ne serait-ce que l'aspect physique de quelqu'un, dit telle personne est mineure ou pas, même si il y a des limites. Il y a des enfants, un enfant de 10 ans, c'est un enfant de 10 ans, voilà. Mais maintenant, il n'en reste pas moins que moi, j'ai été surpris par le fait qu'il y a beaucoup de témoignages qui me sont arrivés, mais qui se rapportaient beaucoup plus au recensement passé. Mais il n'en reste pas moins aussi que sur le terrain, il y a des cas qui sont des cas problèmes. Hein, où moi de visu j'ai vu par exemple dans un serveur on a renvoyé un parent avec ses enfants parce que voilà, c'est dit que les enfants visiblement ne faisaient pas l'âge. On a dit aux parents qui soutenaient mordicus que les enfants avaient la majorité, qu'il fallait les faire partir. Mais il y a énormément de situations maintenant, comme je l'ai dit, c'est qu'on ne raisonne pas induction. Vous avez un mendiant, on dit le recensement il est dévoyé, vous avez 1, 2, 3 mineurs sur des situations où c'est même encore très difficile qu'on nous dise exactement dans quel CRV pour qu'on aille remonter l'information. Automatiquement on dit, vous voyez, c'est un mauvais recensement. On a quand même vu aussi des images où on a sorti des élèves des classes pour aller les recenser et on a lu, c'est des élèves de 6e, 5e. Bon, au Togo, un élève en 6e qui a 18 ans, un élève en 5e qui a 18 ans, ça ne court pas les rues. Oui, bon, moi je pense que sur ce que nous on a observé sur le terrain, il y a 2 cas. Le premier cas qui est le plus courant, c'est qu'il y a certaines zélés qui pensent qu'il faut faire des quotas. Et à cela, il revient aux différentes personnes qui sont dans les CLC de pouvoir agir. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, bon, on envoie des gens. Je le dis, hein, le simple fait que c'est les chefs cantons, en dehors de pièces d'identité avérées, qui valident, si le chef canton dit c'est bon, en réalité, ça pose un problème. C'est le premier cas. Malheureusement aussi, il y a certains parents qui, dans certains endroits, pensent que c'est l'occasion de faire des pièces d'identité gratuitement à leurs enfants. Et c'est la vigilance des membres des CLC qui permet d'éviter cela. Mais encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les cas qui nous ont été reportés, on a eu, enfin, sur la période où moi j'étais sur le terrain, on n'a pas eu les informations précises en ce qui concerne les localités pour qu'on aille vérifier. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des enrôlements de mineurs? Honnêtement, le mode opératoire est tel qu'il est extrêmement difficile de faire la différence entre 18, 16, 17 ans, surtout quand il s'agit par exemple de jeunes filles qui sont souvent très précoces et où ne serait-ce que sur l'aspect visuel, il est extrêmement difficile de faire une différence entre une jeune fille de 16 ans, de 17 ans, de 18 ans par exemple. Ça veut dire si vous devez faire une comparaison entre ce recensement-ci et les autres qu'on a eu, que ce soit recensement ou révision, vous diriez on est pratiquement dans la même fourchette. Oui, on est dans les mêmes normes. Tout simplement, la seule différence, c'est que cette fois-ci, comme je l'ai dit, il y a les réseaux sociaux qui font que dès que quelque chose passe, surtout le réseau WhatsApp qui est très instantané, qui fait le buzz tout de suite. Donc, dès que quelque chose, il y a un élément, ça fait le tour des réseaux sociaux. Au même moment, on a entendu aussi dire c'est parce
puisque la coalition n'y est pas. Si elle y était, elle aurait empêché, ces éléments auraient empêché. Est-ce que vous pensez que vos éléments qui sont à la CENI n'ont pas pu être complices de ces gens de choses? Non, en réalité, c'est quasiment une injure qu'il faut faire à ceux qui ont fait le travail. Parce que moi, j'ai vu dans des CRV ou des responsables, que ce soit de NIR, de l'UFC, de NET ou d'OBU, faire un travail remarquable et refuser certaines personnes. C'est pas une question de s'il y a pas plus de personne n'est plus démocrate dans ce pays que notre. C'est-à-dire que parfois il y a des c'est un peu le sport national dans ce pays. C'est-à-dire on dit que vous, bon, quand le régime met en place des pratiques de fraude, vos partis sont beaucoup plus accommodants avec le régime. Mais pourquoi? Parce qu'en réalité, quand aujourd'hui vous prenez les partis qui sont les plus critiques vis-à-vis du régime, en dehors de crier et de brailler du matin au soir, c'est quand ça suffit, ben en réalité, vous allez trouver des partis centristes comme nous qui sont plus critiques, mais de façon constructive. Vous pouvez me dire, même sur les recensements derniers, combien de partis sont jamais allés sur le terrain pour relever en réalité ce qui se passe. Cette année, sur les deux phases, phase 1, nous, au niveau du net, nous avons fait deux tournées. Phase 1 et phase 2, nous avons fait une tournée, mais jusqu'au Grand Nord, pour toucher du doigt ce qui se passe. Donc, vous voyez, c'est souvent, on va dire, ça fait partie du jeu politique, de dire ceux qui sont à la CENI, ceux qui ne crient pas, c'est quand ça suffit, c'est des gens qui sont, j'aime bien l'expression, me fait souvent rire, hein, les béquilles du pouvoir. Alors qu'en réalité, moi, j'ai un profond respect pour nos militants qui ont été dans les CRV, mais pour les militants aussi, que ce soit de l'UFC, que ce soit d'OBU, que ce soit de UNIR, qui sont attachés quand même à faire un travail assez remarquable. Et bien entendu, on en parlera tout à l'heure, il y a une gestion du contentieux qui va arriver assez rapidement pour permettre à toute personne qui, bien entendu, s'inscrit dans le cadre de cette consultation électorale. Parce que si vous considérez que le recensement, il fallait le boycotter, à la limite qu'on mette des mineurs, qu'on ne mette pas les mineurs, ça ne vous intéresse pas. Mais pour ceux qui sont rentrés dans le processus, qui considèrent que c'est un processus important, ben, il restera la phase où il faudra bien entendu faire les recours au niveau de la CENI pour enlever toutes les personnes identifiées comme mineurs, sans compter qu'il faut aussi le dire, il y a un travail de fond qui va se faire sur le fichier, enlever les doublons, ainsi de suite. Même s'il faut aussi le dire à tout le monde, c'est difficile. Si quelqu'un était enregistré comme ayant 18 ans, le logiciel ne peut pas, il n'y a pas du carbone 14 qui arrive à le déterminer. C'est pour ça que le législateur a prévu dans l'article 55 qui permet à toute personne qui identifie une personne comme étant mineure, non togolaise ou ne remplissant pas les conditions de l'article 55, ben d'aller en réalité faire le recours au niveau de la CENI. Mais ce n'est pas un procédé que beaucoup utilisent souvent. Mais si maintenant les gens n'utilisent pas, ce n'est pas la faute au législateur. En réalité, c'est que nous tous nous crions, oui, on enregistre des mineurs, et ça, c'est pas nouveau, hein, je le dis, en 2015, en 2013, la question d'enrôlement des mineurs a toujours été plat. L'enrôlement des étrangers sur les frontières, on a toujours crié ça. On dit, oui, ben, sur la frontière Est, on fait rentrer des Béninois, sur la frontière Ouest, on fait rentrer des Ghanéens. Mais après, quand la période de recours est là, ben, vous êtes surpris que personne, en réalité, ne va faire un recours à la CENI en disant, ben, écoutez, telle personne, sur la base de telle preuve, c'est un Ghanéen, c'est un Béninois, ainsi de suite. C'est ça qui est regrettable. Mais même plus globalement sur les recensements, c'est vrai que tous les ans, on a pratiquement les mêmes critiques qui reviennent. Quelles leçons on en tire? Comment on peut améliorer cela? Pour améliorer le recensement, il faut bien entendu, et ça c'est une proposition que le NET fait maintenant depuis 5 ans, améliorer les conditions d'accès à la carte d'identité. Parce que, au fait, il faut aussi le dire aux téléspectateurs. Hypothèse numéro 1, vous avez la carte d'identité et vous faites enregistrer avec votre carte d'identité. Hypothèse numéro 2, vous n'en avez pas et puis vous êtes enregistré sur la base du témoignage. Et il faut savoir que le fichier électoral togolais a son 15% d'entrée sur la base des témoignages. Donc, il y a un danger, Samuel, c'est que si on décidait tout simplement de supprimer les témoignages, c'est qu'on se retrouverait avec uniquement 25% de l'électorat qui ira voter. C'est pas aussi, c'est vrai que c'est une solution qui paraît assez draconienne, mais n'est-ce pas la mieux plausible? On fait référence à la Direction générale de la documentation, le fichier des personnes qui ont la
pièce d'identité et puis le tour est joué. Non, on n'a pas besoin de... C'est que les gens viennent avec leurs pièces. Mais le problème, c'est que vous avez un fichier électoral qui, moyennement, grosso modo, tourne autour de 3 millions. Si vous descendez donc un quart, ça fait 750 000 personnes. Mais l'ennui, c'est que dans les 750 000 personnes, vous en aurez peut-être 400 000 qui sont à Lomé. Et vous risquez de vous retrouver dans certaines préfectures où vous avez à peine peut-être 5 000 personnes pour faire un vote, ou bien même 2 000 personnes. Parce que vous savez qu'à l'intérieur du pays, les pièces d'identité, les gens, quand ils ne sont pas dans une approche économique, ils ne voient pas quel est l'intérêt d'aller faire des pièces d'identité. Donc, pour nous, c'est qu'il faut faciliter. Il faut simplifier les procédures administratives. Mais si nous commettons le risque de dire, écoutez, on va prendre uniquement les gens qui ont des pièces d'identité, d'abord, ce serait une injustice vis-à-vis des gens qui n'en ont pas. Parce qu'au Togo, obtenir une pièce d'identité n'est pas un devoir. Si c'était un devoir, oui. Mais au Togo, vous pouvez passer toute votre existence sans avoir la carte nationale d'identité, que ça ne vous pose pas de problème. Donc, les gens qui ne l'ont pas, ils ne sont pas en train de violer un devoir national. Donc, aujourd'hui, pour nous, il n'y a que les deux moyens: simplifier la procédure administrative et que les partis politiques soient plus présents dans la phase de recours pour faire en sorte que toutes les personnes qui sont indûment inscrites sur les listes puissent être traquées, retrouvées et puis sorties, expulsées complètement de la liste électorale. C'est vrai qu'on parle là de carte d'identité, mais déjà, beaucoup n'ont pas d'acte de naissance. Oui, écoutez, c'est ça le premier problème. Déjà, les gens n'ont pas les actes de naissance. Vous avez régulièrement, que ce soit la DOSI ou bien des associations, font des opérations foraines pour donner les cartes de naissance aux gens. Et puis, attention, une carte de naissance, un acte de naissance, c'est uniquement pour tout Togolais et pour toute personne née au Togo. C'est-à-dire qu'un Nigérien qui est né au Togo a un acte de naissance, un Béninois qui est né au Togo a un acte de naissance, et on ne peut pas s'appuyer sur l'acte de naissance, par exemple, pour permettre aux gens, par exemple, de s'inscrire sur les listes électorales. C'est cela. Donc, il faut simplifier, il faut accompagner l'état civil togolais pour faire en sorte que d'abord les gens aient leur acte de naissance, pour faire en sorte après que vous savez, dans certains endroits, les gens font une année pour avoir ne serait-ce que la nationalité. Après, il faut aller faire la carte de nationalité d'identité. C'est tellement long, c'est tellement coûteux, c'est tellement parfois même ubiesque que les gens regardent, ils se disent, bon, si c'est juste pour avoir un compte à une microfinance, c'est juste la carte d'identité, on met le carnet et puis voilà. Et comme je le dis, il y a des gens qui font toute leur vie au Togo sans jamais avoir ou ressentir la nécessité d'avoir une carte nationale d'identité. Sans dire cette question-là, c'est un serpent qui se mord la queue. C'est un serpent qui se mord la queue, mais c'est parce que aussi nos parlementaires ne font pas le travail, il faut avoir le courage de le dire. Toutes les années, on se plaint. Et une fois que c'est fini, personne n'en parle, ça, on oublie, on laisse tomber. Et puis, 5 ans plus tard ou bien 3 ans plus tard, on commence encore à se plaindre. Non, il faut pouvoir simplifier la procédure administrative et puis accompagner les personnes, faire en sorte que l'état civil soit plus proche des gens et que si on simplifie la procédure administrative, plus de Togolais. Si on était dans une fourchette de 2 millions, ça irait encore. Mais là, un quart de la population, ça fait que 750 000. Vous imaginez pour une population de 7 millions, à peu près 500, si vous mettez 750 000, c'est 10% de la population qui ira voter. C'est quand même, c'est pas bien, parce que comment 10% de la population... On peut les considérer comme des grands électeurs. Ah oui, mais dans ce cas-là, il faut mieux élire des grands électeurs dans certains villages, dans les cantons, c'est différent. Parce que là, c'est que il y a une inégalité de répartition. Vous allez trouver des populations, des préfectures où peut-être sur une préfecture qui a, je donne un exemple, 30 000 inscrits en temps ordinaire, vous avez peut-être que 3 ou 4 000 personnes qui ont les pièces d'identité et qui sont parfois localisées uniquement au chef-lieu de la préfecture. Ça va créer quand même des distorsions qui sont assez préjudiciables pour l'égalité républicaine dont nous nous prévalons dans notre pays. Alors, le recensement, il est terminé. On va sans doute passer à la phase de dire tout cela. On va compiler, faire le dire tous. Mais pendant ce temps, au niveau politique, ça ne baisse pas. La tension ne descend pas. Est-ce qu'on va sereinement vers des élections? Non, on n'a jamais fait d'élections sereines dans ce pays. C'est pas nouveau. Ça fait maintenant 30 ans qu'on n'a jamais fait d'élections sereines dans ce pays. C'est regrettable. On se rend compte que quasiment on prend les mêmes, on recommande toutes les années. On n'a jamais fait d'élections sereines dans ce pays. On fait toujours des élections où à la veille du processus, il y a une partie de l'opposition qui dit on n'y va pas, ça n'a pas de sens, les conditions ne sont pas réunies. Et la veille du jour, ou bien le jour J même où il y a bouclage des listes, les courriers vont et puis après il y a contestation, ainsi de suite. Nous pensions que cette année, avec l'appui de la CEDEAO, on aurait pu régler ce problème.
Et vous savez, par rapport à ça, que nous, au niveau du net, nous avons fait un grand sacrifice en nous effaçant au profit de nos amis de la C14, mais malheureusement, ça n'a pas réglé le problème. Le problème, il est là. Il est même là avec plus d'importance, parce que le 26, le 23, il y a eu un accord avec, il y a eu un semblant d'accord que nous avons salué et pour lequel nous avons fait le sacrifice de nous retirer. Et le 26, patatras, on apprend que non, il n'y aura pas de recensement tant qu'il n'y a pas de découpage électoral, tant qu'il n'y a pas de mode de scrutin, tant qu'il n'y a pas de présidence étrangère de la CENI, enfin, la même rengaine. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, on est dans une situation encore qui est inédite en réalité. Parce que les autres années, il n'y a pas d'appel au boycott. Il n'y a pas de participation, mais il n'y a pas d'appel au boycott. Cette année, il y a un appel au boycott et c'est inédit. Vous ne pensez pas que pendant ce temps, quand la CENI est en train de jouer au chien à bois, la caravane qui passe, c'est quand même écoutez, regrettable? Non, ce n'est pas une question de le chien à bois, la caravane passe. L'accord du 23, c'est qu'il y a eu un chronogramme qui a été accepté, même si pour certains c'est sur le bout de l'air par l'ensemble des acteurs. Et c'est ce chronogramme que la CENI est en train de dérouler. Parce qu'il faut peut-être rappeler aussi aux téléspectateurs que la CENI aujourd'hui travaille sous la supervision des experts de la CEDEAO. Et que si aujourd'hui les experts, comme ça s'est passé en janvier 2018, si aujourd'hui les experts de la CEDEAO et le comité de suivi demandent à la CENI d'arrêter, ils vont arrêter. Vous ne pensez pas un seul instant que la CENI fasse quoi que ce soit sans que le comité de suivi ne soit au courant des opérations que la CENI fait. Donc ce n'est pas une question de chien à bois, la caravane passe, mais vous savez aussi que le comité de suivi a mis la date du 20 décembre comme un objectif qu'il faut absolument atteindre. Et pour le moment, la CENI ne fait que dérouler le programme mis en place par le comité de suivi. Donc s'il y a des personnes peut-être à reprocher, c'est peut-être le fait que le comité de suivi ne dise rien. Bon, maintenant après, j'en sais rien, peut-être qu'ils sont d'accord aussi. Ça veut dire qu'on a un processus certifié par le comité de suivi? Pour le moment, tant que le comité de suivi n'intervient pas, c'est que oui, ils sont d'accord. Mais maintenant, côté résolution même de la situation, là-bas aussi, visiblement, le comité de suivi, depuis le 23, plus aucune réunion jusqu'à présent, tout avance comme si, c'est les élections qui sont plus importantes. Écoutez, le président de la commission, la CEDEAO, a toujours dit qu'il allait tout faire pour tenir les élections le 20 décembre. Pour le moment, ils ont mis un chronogramme qu'ils sont en train de suivre. Le recensement est fini. Je suppose qu'ils vont venir faire le point sur ce qui s'est passé. Mais je crois que pour le moment, le comité de suivi ne se trouve pas dans une situation où son chronogramme étant dévié. Donc je crois qu'il suit exactement ce qu'il a mis en place pour organiser les élections le 20 décembre. Est-ce que ça résout le problème? Il n'y a aucune élection qui a jamais résolu le problème. D'abord dans les pays africains, surtout au Togo, parce que pour beaucoup de personnes, une élection gagnée, c'est une élection qu'on gagne. Donc à partir du moment où il y a ce paradigme-là, il n'y aura jamais de problèmes qui sont réglés. Et dans beaucoup de nos pays, c'est que tant qu'on n'a pas gagné, c'est qu'on a triché. Même si on se rend compte, et là, il faut avoir aussi le courage de le dire, c'est que quasiment tout le monde, dès qu'il a la personne a la capacité de tricher, triche. Donc, en réalité, on ne pourra pas régler le problème. On peut l'amoindrir, on l'a eu en 2013 en l'amoindrissant, mais je ne pense pas qu'on peut régler définitivement le problème parce que vous avez très peu de pays, quelques-uns oui, où les gens ont le fair play, où des gens ont quand même une posture d'homme d'État, où ils reconnaissent officiellement leur victoire. Depuis moi, une trentaine d'années, au Togo, j'ai jamais eu une élection où peut-être celle de 94 et l'ironie de la chose, c'est que l'élection législative de 94 a été organisée par le ministère de l'Intérieur. Donc c'est peut-être celle de 94 où les acteurs ont reconnu leur défaite et leur victoire. En dehors de ça, depuis 94, il n'y a plus d'élections au Togo où l'ensemble des acteurs ont reconnu les résultats produits par les organes de gestion des élections. Merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause et juste après, ce sera Regard croisé.